Mireille, Madame Capot, pardon, vous avez une question. Merci beaucoup, Madame Vessier. On a beaucoup parlé d'influence. Enfin, vous avez beaucoup parlé d'influence. Moi, je voudrais parler un petit peu plus d'ingérence. Et alors, peut-être avec deux sujets. Je ne sais pas si on pourra traiter les deux vu le temps. D'abord, les entreprises qui sont en France, mais qui ont des capitaux russes, parce qu'il en existe. Ça a été peu documenté, mais il en existe. Et deuxièmement, l'influence sur les élections, qui pour moi est une forme d'ingérence. Élections nationales, élections locales. Est-ce que la Russie, par toutes les techniques que vous avez listées, a eu une action sur le résultat de ces élections? Alors, deux questions essentielles. Pour les élections, je pense qu'en France, la Russie n'a pas joué sur le résultat des élections. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Ce qui n'est notamment pas le cas aux États-Unis, je dirais, où là, en plus, c'est documenté, il y a pas mal de livres, pas mal de dossiers. Je vous invite à consulter, alors j'oublie toujours son nom, celui qui était le directeur de l'IRSERM, le truc militaire, là. Il y a le truc médical et le truc militaire. Ouais. Ouais. Qui avait fait, avant de faire son étude sur l'influence chinoise, qui avait fait un excellent travail sur la façon dont la Russie a essayé de s'ingérer, oui, dans l'élection présidentielle de 2017. On est bien conscient, et moi j'avais tout à fait conscience de ça en écrivant mon livre, qu'il y avait pas mal de candidats qui avaient des liens très étroits avec les cercles de M. Poutine. On remarquera, vous l'avez dit et vous n'avez pas tort, c'est-à-dire qu'il y avait des partis différents. Il y avait le Front National qui était allé chercher son prêt à Moscou avec des gens infréquentables et qui, Madame Le Pen était tout à fait ravie de se faire photographier avec M. Poutine. Mais on avait aussi les excellentes relations de M. Fillon allant à Valdaï, au congrès de Valdaï, avec M. Poutine et M. Fillon, dont on se demandait toujours qui lui payait ses pantalons, puisque visiblement il avait un petit peu du mal à s'habiller. On avait aussi les discours très pro-Poutine de M. Mélenchon. Donc oui, il y avait une vraie... La question russe, elle s'est vraiment posée, la question de l'ingérence russe dans ces élections. Et donc, monsieur dont j'oublie toujours le nom, que j'ai croisé, avait fait une excellente étude en montrant comment, à la dernière minute, Marine Le Pen, d'ailleurs, avait, lors du dernier débat, avait bazardé une information qu'elle ne pouvait avoir que parce qu'il y avait eu une action de hacker sur le parti, le mouvement En Marche. Et donc, elle avait cette information, elle l'a bazardée. Rappelez-vous, c'était juste avant la fin de l'information. Donc ça, il l'a tout à fait documenté. Bon, en même temps, c'était quelque chose qui était attendu, qui était presque... Donc, et il le démontre, je veux dire, ça n'a pas joué. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, on sait très bien que Wikileaks, qui paraissait comme une idée, je dirais, brillante, a été utilisé par les services russes. Ça, je veux dire, ça fait... En France, moi, je n'ai pas d'indication disant que ça a joué. Le premier point... Alors, ouais, le premier point, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire l'influence économique avec les entreprises ayant des capitaux russes. Je pense qu'en France, on est loin derrière, Dieu merci, par rapport à d'autres pays. Par exemple, en Grande-Bretagne, où la situation se présente différemment, je dirais, et pour prendre un pays proche de nous, européen, il y avait en tout cas, jusqu'au moment où ils se sont réveillés, beaucoup plus de capitaux russes investis. Je ne parle même pas de la Géorgie, où il y a des villes entières qui appartiennent à des Russes. Je ne parle même pas de la Tchéquie, où la Tchéquie, ils sont très remontés, ils sont très actifs et ils sont très vigilants, mais ils ont quand même des villes entières qui appartiennent, je dirais, à des Russes.
avec des entreprises de tourisme, avec des hôtels, etc. Nous, on n'a pas ça en France. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que parce que quelqu'un est russe et qui veut investir dans une entreprise ou créer son entreprise en France, c'est forcément un agent du Kremlin. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Je crois aussi qu'il va falloir en France et en Europe mener une réflexion sur la façon dont on va intégrer ces émigrés qui arrivent massivement. Parce que si vous voulez, vous voyez ça, une bonne indication de l'état de la Russie, c'est regarder combien de personnes la fuient. Regardez, et c'est toujours dans le même sens. Dans ces émigrés, il y a plein de gens honnêtes, corrects, qui peuvent avoir envie de créer une entreprise, qui peuvent avoir envie... Je pense qu'il ne faut pas dire « Ah ben, vous êtes russe, on ne veut pas de vous ». C'est ce qui est fait, par exemple, actuellement en Lituanie. Il y a une loi comme ça qui suscite énormément de réactions. Eux, ils ont dit « Nous, on ne veut plus de Russes. On ne veut plus leur donner la nationalité. Je crois qu'on ne veut plus qu'ils ouvrent des affaires chez nous. » Bon, je pense qu'en Europe occidentale, on a intérêt à vraiment réfléchir à cette question, à se dire, moi, je ne veux plus voir, très franchement, en tant que citoyenne, je ne veux plus voir des richissimes qui ont pillé les richesses de leur pays et qui s'achètent des châteaux. Alors, je comprends bien qu'à Courchevel, on les adore. Je comprends bien que les commerçants de la Côte d'Azur les adorent. Ce sont des sources de problèmes, ce sont des agents de corruption. Allez discuter avec les gens de Nice sur les histoires. Alors ça paraît, vous voyez, les histoires de cathédrales de Nice et d'églises russes orthodoxes à Nice. Vous avez des Français depuis 3 générations qui gèrent des églises russes dans la continuité de ce qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents émigrés après la Révolution. Ils ont géré ces églises, ils les ont maintenues. C'était un lien, je dirais, avec la culture, avec l'identité. Ils se sont fait, à Nice, une affaire que j'ai bien suivie et sur laquelle j'ai travaillé, ils se sont fait agresser comme des chiens par notamment l'ambassade de Russie. C'est l'ambassadeur, c'était M. Orlov qui descendait lui-même. On leur a fait un procès, on les a menacés. Et eux n'étaient pas de force à résister, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que souvent, c'est des gens qui ne sont pas tout jeunes, ils s'occupent de l'Église, donc ce n'est pas l'agressivité, vous voyez, qui les caractérise. Et c'est comme ça que la Fédération de Russie a réussi à récupérer, mais dans la violence, dans le scandale, la cathédrale de Nice, a voulu, alors il y avait cet épisode, a voulu prendre le cimetière russe de Nice, cimetière qui est magnifique. Il y a des enjeux autour des cimetières, vous voyez, des enjeux symboliques, des enjeux d'argent. Avec un prêtre qui a fait sauter le verrou du cimetière. Vous vous dites, mais vous êtes dans quel monde? Même la presse russe en a fait écho. Les gens de l'émigration, les Français descendants d'émigrés, mettant une pancarte, c'est pas la Crimée ici, le cimetière, c'est pas le vôtre. Donc, si vous voulez des choses comme ça, vous voyez, ça paraît du détail. Ça crée du stress, du malheur chez des gens, des Français, qui se disent, mais pourquoi ne sommes-nous pas défendus face à ces ingérences agressives de la Russie, où je pourrais vous raconter des tas de cas très très précis, notamment dans ces histoires. C'est documenté, vous trouverez tout sur Internet. Les gens de la paroisse russe s'en occupent. Ce sont des symboles, c'est une façon, je dirais, de s'ancrer en France. C'est une façon aussi de contrôler les Russes qui viennent sur la Côte d'Azur. Bien sûr, parce que si vous voulez, on ne dit pas tout à fait la même chose dans les églises du patriarcat de Moscou et dans les églises de l'immigration, je peux vous dire. Et on voit des tas de conflits autour de ça. Et vous voyez les rumeurs qui circulent, qui vont être, qui doivent être exploitées sur l'influence, l'ingérence que pourraient éventuellement exercer les oligarques russes. Et il n'y a pas que des Russes, il y a aussi des Ukrainiens, des Ouzbeks, qui sont sur la Côte d'Azur, sur nos élus. Oui, il y a les rumeurs qui circulent. Là, je ne peux pas vous en dire plus parce que très franchement, je n'ai pas regardé de près.
Mais oui, bien sûr qu'il y a les rumeurs qui circulent sur toute la Côte d'Azur, et notamment autour des églises. Deuxième question, Mme Clapoux, vraiment il faut qu'on fasse le plus rapidement possible. Je ne vais pas être accusé de raccourcir cette audition, c'est pas du tout le cas. Je pense que vous avez eu le temps de vous exprimer au début, mais on a quand même des obligations d'agenda à tenir pour notre invité qui a aussi une vie de famille et qui ne peut pas rester non plus jusqu'à 23h. Tout à fait, Monsieur le Président. Je vais faire vite. Vous avez dit des choses, me semble-t-il, assez capitales sur lesquelles je me permets de vous relancer quand même. Vous avez dit que Marine Le Pen, pendant le débat qu'il a opposé, je pense, entre les deux tours à Emmanuel Macron, disposait d'informations qui, selon toute probabilité, avaient dû lui être communiquées suite à un hacking russe sur les mails d'En Marche. C'est ça? J'ai bien compris? Voir l'enquête qu'a fait Jean-Baptiste Villemer, etc. Je mélange toujours son nom, je suis absolument désolée. Allez lire son enquête, parce que là, vous voyez, je ressors de mes souvenirs lointains, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur. Allez la lire, parce que lui a fait une enquête exactement sur cette question-là. Donc le mieux est d'aller la lire, et là vous aurez, en plus il l'a fait peu de temps après, moi je l'avais entendu exposer les résultats de son enquête à Prague, où il y avait justement une rencontre des gens travaillant sur la propagande et l'ingérence, donc j'aurais peur de me tromper, allez lire son enquête, tout y est.